Leur structure dialectique. Elle considère que la pensée et la dialectique coïncident avec la dialectique, elle naît et finit comme dialectique. Aux fins du savoir, l'objectivité extérieure surgit comme système de valeurs dans la conscience humaine, mais celle-ci ignore d'instituer le fondement de celle-là et de déterminer l'objectivité en tant que concept, avant la dialectique consciente du concept même. Logiquement, l'homme sait ce qu'est un concept, mais il ignore ce qu'il est comme force, comment il naît et quel est son pouvoir d'achèvement du réel, qui est plus que son apparition dialectique et logique, le pouvoir même de la vie. Même si le matérialisme n'existait pas, comme métaphysique du temps présent, l'aptitude matérialiste, en tant qu'incapacité de la pensée à se connaître soi-même, ne pourrait pas ne pas être la mesure de la conscience actuelle, laquelle, au moyen du connaître, décrète réel le monde extérieur, et pourtant le croit existant en dehors de sa connaissance, alors que c'est le monde qui surgit par la présence du jeu dans la perception et par la corrélation simultanée avec la pensée. Une des premières expériences du suprasensible fournit un moyen de découvrir que, si le je ne s'extériorisait pas corporellement, jusqu'à toucher le physique, au moyen des organes des sens, il ne surgirait ni perception, ni conscience du je, la perception se présenterait comme chez l'animal selon une réaction de sensibilité impersonnelle, transcendante, propre à un je de groupe, et non selon une réaction d'un je individuel, immanent. L'individuel, comme présence du je dans l'activité de perception, est le secret de la pensée, mais pareillement le dépassement de la nature humano-animale. Le monde physique se trouve devant l'observateur, comme une réalité massive, une réalité qui en vérité apparaît préexistante à l'observation, à la recherche, à celui-là même qui la contemple. Elle apparaît puissante comme être, mais d'une puissance qui, en réalité, lui est conférée par l'essence intime de la conscience, où la pensée est une force de corrélation et, en tant que telle, une avec l'essence du monde. L'être c'est l'approbation de la pensée aliénée, qui simultanément endosse et laisse dominante cette réalité-là, symbole d'une domination non possédée, ou mieux perdue, du je. Bien sûr, il ne peut pas traverser un mur ou éviter de poser le pied sur la terre pour marcher, toutefois, une telle préexistence matérielle et son altérité massive, sont la corrélation due au fait qu'il est inséré dans une corporéité non dominée par la pensée originaire, corporéité constituée de la même substance de l'altérité massive, suscitant le concept de la corrélation, mais le concept aliéné. La matière en vérité naît comme une réalité objective, en conséquence d'une aliénation de l'esprit, secrètement dominée, cependant, par l'esprit. De telles dominations et aliénations coexistent pareillement dans le mental humain. Si, dans la pensée, la force originaire était en acte, le corps ne constituerait pas une altérité à la pensée, il serait sa manifestation. L'identité, qui se réalise dans le moment originaire de la pensée, se réaliserait, avec son pouvoir illimité, à tout degré de la conscience, à savoir à tout degré de la manifestation. Le concept aliéné à son contenu originaire, et cependant égarant l'identité dépassant la dualité, ne peut pas ne pas avoir comme opposition à soi son propre support corporel, symbole d'aliénation, et pourtant nécessaire au dépassement initial de cette aliénation, il ne peut pas concevoir de traverser un mur avec un tel être corporel et éviter de poser pied sur la terre pour majestueusement marcher sur elle, il peut l'imaginer, mais comme un irréel. Et pourtant le début embryonnaire du dépassement de la dualité est dans cette activité d'imagination. La corrélation avec la réalité massive du monde changerait si le concept de la corrélation cessait d'être aliéné, l'observateur ne pourrait pas traverser avec son corps la matière physique, le mur, ou la roche, mais il en aurait l'intuition de cette possibilité, en relation à une puissance originelle restituable de la pensée. La corrélation actuelle, comme concept, ne lui est pas imposée par le monde, mais se développe seulement en lui, elle ne lui vient pas de l'extérieur, en arrivant à lui de l'être, mais part de lui. L'être qui lui apparaît est déjà la corrélation en acte. Tout l'effort de l'ancien yoga consistait à saisir la corrélation en tant que force supramentale. L'homme moderne, rationnel la possède immanente, mais non consciente, dans l'expérience mathématique du monde physique. La corrélation se développe en lui, selon une édification intérieure du monde, frappée des limites des lois naturelles, qui ne sont pas la nature, mais justement la corrélation de la pensée aliénée avec le monde. Les limites apparaissent à l'extérieur, mais elles appartiennent à la pensée corrélée au percevoir, elles appartiennent à un rapport du percevoir avec la pensée qui s'est abstraite de son propre moment intuitif. Moment originaire dans lequel se réalise une identité avec l'être, dont l'investigateur moderne, malgré son empirisme, ne montre pas percevoir l'existence. C'est l'identité par laquelle ne pourrait pas exister une altérité. La conquête consciente de cette identité est le sens ultime de l'expérience terrestre de l'être humain, parce que, une fois réalisée la conscience de la nature terrestre, terrestrialité, NDT, la direction de la chute peut cesser et la remontée débuter. L'ancien yoga a préparé de manière occulte cette possibilité, qui peut être réalisée par l'être humain parvenu au stade de la complète identification dans le physique, à savoir par l'homme moderne, dont l'autoconscience s'éveille là où l'identité du jeu avec le sensible est achevée. Dans cette identité, dont surgissent l'activité de perception et la pensée, le je s'exprime, d'elle naît simultanément l'ego, et la force réfléchie du je s'oppose à l'esprit. La même identité est simultanément l'acte profond, organique, du je au travers de la corporéité, et la force de l'ego ignorante de sa propre racine métaphysique. L'ascète moderne doit aller à la racine de cette identité, s'il veut retrouver le je, être le je dont sans cesse il prononce le nom.